Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Strategic Mindset. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, le colonel Arsène Mvaou, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de venir sur cette émission. On va parler de son parcours passionnant, atypique, qui mêle monde militaire, sécurité économique, économie maritime, mais aussi un retour d'expérience au plus près des stratégies de pouvoir. Bonne écoute et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Strategic Mindset. Colonel Arsène Mvaou, cher Arsène, bienvenue sur ce nouvel épisode. Merci de ta présence ici dans les studios de The Strategic Mindset à Rabat. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu as compris un peu le concept du podcast. On va échanger un petit peu sur ton parcours exceptionnel par rapport à ton parcours dans le monde militaire, ta formation militaire, mais aussi ta formation de diplomate, ta connaissance du monde économique, de la sécurité économique, jusqu'à ton MBA aussi que tu as effectué à Paris. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un peu par rapport à nos spectateurs, parler un petit peu de ton parcours? Ton parcours est particulièrement riche. Tu es diplômé de l'école royale militaire de Belgique. Tu es passé aussi par l'école de guerre économique en faisant un MBA sur les questions de stratégie, diplomatie économique. Cette double formation militaire et économique, est-ce qu'elle a façonné ta vision stratégique par rapport à un certain nombre de sujets? Je pense que tu vas en parler, mais tu as traité des dossiers aussi divers et variés, mais tellement importants par rapport à ce parcours-là, par rapport à certains dossiers, que justement avoir cette vision holistique et globale, je pense, a dû être très important pour toi. Bonjour mon cher Ali, Oui. vraiment c'est un plaisir immense d'être là aujourd'hui et plaisir de me soumettre aussi à cet exercice de venir pouvoir m'exprimer dans le cadre de cette émission. C'est surtout un plaisir immense parce que nous sommes en train de réaliser cette interview en marge d'un événement très important justement qui vient de se tenir aujourd'hui et pour lequel je te félicite d'ailleurs. Donc la réalisation toute la journée aujourd'hui à l'hôtel Marriott de cette conférence, le forum DevSec Morocco 2024, à travers lequel tu as réussi à rassembler un panel d'exception, un panel très riche de personnalités et qui nous a permis d'échanger nos positions, nos points de vue, d'échanger nos visions et de partir de là particulièrement enrichi. Donc c'était normal pour moi, en marge d'un tel événement, de pouvoir venir ici et pouvoir rentabiliser tout ce temps et pouvoir donc participer avec plaisir à cette émission. Merci. Ça, c'était un point de vue d'entrée. Ensuite, pour répondre plus précisément à ce que tu viens de dire, je pense que tu m'as déjà totalement présenté. Donc, je suis le commissaire colonel Mvaou Arsène et aujourd'hui, je suis attaché militaire pour le Gabon auprès du Royaume du Belgique, le Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. Donc mes bureaux sont à l'ambassade, au sein de l'ambassade du Gabon à Bruxelles. Et je remplis cette mission déjà depuis octobre 2019. Donc ça va faire 5 ans que je suis en poste et que je prends un grand plaisir en tout cas à pouvoir découvrir ce monde diplomatique avec ses forces, avec ses subtilités et c'est un apprentissage permanent. Voilà. En matière de formation, naturellement, c'est un retour à la maison pour moi. C'est un retour à la maison puisque je suis effectivement diplômé de la 141e promotion toutes armes de l'École royale militaire de Belgique, promotion général-major Raoul de Freter.
Et à l'issue de ma formation à l'École royale militaire de Belgique de 2001 à 2005, j'ai eu une spécialisation en administration de la défense, toujours en Belgique, dans un établissement qui s'appelle le Centre de formation en administration de la défense, le CAD, en Belgique toujours, avant de rentrer au pays où j'ai directement commencé à travailler comme officier. Je suis de l'armée de l'air et j'ai directement eu le privilège de démarrer ma carrière comme aide de camp du président Haj Omar Bongo Ondimba, personnalité dont vous connaissez la portée, personnalité bien connue ici au Royaume du Maroc, précurseur, et qui a tracé les sillons vraiment d'une relation tellement ancrée, tellement profonde, notamment par sa relation privilégiée et extrêmement fraternelle avec Sa Majesté le roi Hassan II, et relation qui a été poursuivie entre Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son homologue, le président Ali Bongo Ondimba. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous soyons en réalité dans un sillon tellement profond, bien tracé, qui nous permet d'évoluer. Je mentionne quand même qu'aujourd'hui, le général de brigade Oligui Nguema, Brice Clotaire, qui assure la transition politique dans notre pays, est lui-même formé de l'Académie militaire de Meknes, ici au Maroc, et diplômé de l'école de guerre également ici au Maroc. Donc vous voyez que c'est un endroit où nous sommes réellement à la maison, et donc c'est un plaisir d'être là. Voilà, merci. Merci beaucoup Arsène. Et tu l'as cité effectivement, et ce lien particulier fraternel, au-delà, qui lie le Royaume du Maroc et le Gabon, qui a lié les personnalités, les grands sages du continent, qui étaient Sa Majesté le roi Hassan II et le Haj Omar Bongo, paix à leurs âmes, à travers, et tu as eu ce parcours dit exceptionnel à ta sortie en tant que jeune officier de l'armée de l'air. Tu as intégré l'expérience des deux camps auprès d'un des grands sages du continent. Est-ce que justement cette expérience, ce retour d'expérience t'a donné, j'imagine, t'as beaucoup appris sur le terrain par rapport à la vision stratégique que pouvait avoir le président, par rapport au rapport entre chefs d'État. Qu'est-ce qui t'a marqué peut-être par rapport à cette expérience Mais je pense que... Les deux, pardon, si je puis me permettre, les deux expériences avec le président Omar Bongo et après avec le président Ali Bongo, notamment. Merci, mon cher Ali. On parle là vraiment de l'expérience professionnelle. Et d'ailleurs, j'avais répondu de manière incomplète à ta question précédente, donc tu fais bien de préciser ces éléments-là. Ça me permet d'aller un peu plus en avant dans ma pensée. Eh bien, comme on peut s'en douter, avoir l'insigne privilège de démarrer sa carrière aux côtés d'un chef d'État est déjà quelque chose d'atypique et quelque chose d'unique. Démarrer aux côtés d'un chef d'État et dans le premier cercle de ce chef d'État est encore plus particulier. Être à côté d'un chef d'État et dans le premier cercle d'État et dans le premier cercle de ce chef d'État et quand ce chef d'État est Omar Bongo, là c'est totalement stratosphérique. Donc une fois que j'ai dit ça et que j'ai posé ce décor-là, ça ne peut être que quelque chose qui vous trempe directement dans la réalité de la conduite des affaires, quelque chose qui vous permet de rentrer dans un univers d'exigence, dans un univers de gravité même, dans un univers surtout dans une fonction d'aide de camp, qui est une fonction d'officier d'ordonnance, directement dans la proximité du chef de l'État, capable de relayer ses instructions, de transmettre sa parole, de veiller à un certain nombre de choses, eh bien on est tout de suite dans un environnement où, en réalité, l'erreur n'est pas tout à fait permise. Donc on est dans un environnement d'excellence, on est dans un environnement de gravité, mais on est aussi, surtout, dans un environnement d'apprentissage. On est dans un environnement où on réalise
Et on se rend compte de la charge de travail, on se rend compte qu'on est behind the scene, on se rend compte de ce qu'est l'envers du décor, de ce qu'est la charge de travail que ces personnalités portent et de l'abandon d'eux-mêmes en réalité que cela nécessite. C'est un vrai sacrifice, c'est un don de soi et ça c'est quand même la chose qui marque le plus en premier. Et puis ensuite, pour avoir été avec le président Ali Bongo également, un chef d'État est finalement quelqu'un qui travaille pour son pays, qui est dédié au développement de son pays et à la réussite de ses plus grands programmes. Mais c'est aussi un humain. Donc c'est aussi quelqu'un qui a une sensibilité, une personnalité particulière. Et donc auprès de l'un ou l'autre, on a aussi un apprentissage humain qui est très particulier, parfois ou souvent subtil, parce que les choses ne vont pas nous être dites aussi clairement qu'on voudrait qu'elles soient exprimées à la maison ou entre amis. Donc là aussi, ça nécessite une certaine finesse d'esprit, une certaine gymnastique intellectuelle pour pouvoir décoder, pour pouvoir lire les cartes, pour pouvoir lire les dessous des cartes et pour pouvoir bien sentir comment se comporter pour être un maillon productif au service du chef dans la mission beaucoup plus grande que ce dernier a à accomplir. Donc c'est une école de la vie qui est totalement extraordinaire. Et d'ailleurs, je fais la transition avec quelque chose, Ali, que tu as dit en entrée. C'est de dire que, mais finalement, comment cette école-là m'a permis d'aborder les questions stratégiques telles que nous pouvons en parler aujourd'hui. Je dirais que les choses sont en général binaires et c'est parfois sur deux pieds que les choses marchent. Et je dirais donc que j'ai eu tout ce background pratique qui est un élément essentiel. Mais finalement, le passage par le MBA de stratégie et d'intelligence économique de l'école de guerre économique à Paris, une maison bien connue de toi, hein, puisque nous sommes tous les deux à ce titre des enfants de la rue de Grenelle. Tout à fait. Et donc, ce passage-là a été une clé de déchiffrement théorique pour moi, un moment vraiment qui te permet finalement de venir illuminer ton vécu pratique d'une lumière théorique, d'un cadre conceptuel et donc qui te permet d'aller beaucoup plus vite aux choses, qui te permet de mieux comprendre ce que tu as vécu ou ce que tu as déjà traité, ce qui te permet aussi de mieux illustrer certains éléments théoriques qui vont être abordés et qui peuvent être totalement abstraits pour des collègues de promotion. Et là, l'un mis dans l'autre te donne finalement cette modestement, mais cette assise, cette capacité d'avoir de la sérénité, de réaliser, de mesurer. Et c'est aujourd'hui, fort de ces deux choses mises l'une dans l'autre, que je me fais le plaisir d'intervenir ici et là, en qualité d'expert, lorsque je suis bien sûr sollicité, avec un plaisir particulier lorsque cette invitation vient de Rabat. De Rabat, excellent. Et c'est toujours le cas, et toujours partagé. Justement, par rapport à ces missions-là, vu que justement cette formation, double formation, et puis son parcours exceptionnel aussi en tant qu'officier, t'a permis en fait d'avoir plusieurs casquettes tout au long de ton parcours. Il y a un élément particulier, je ne sais pas si tu peux nous en parler, symbolique, beau, mais qui démontre aussi ce pont, ce lien de fraternité entre le Maroc et le Gabon. Oui, je vais en parler avant de passer à ton expertise, te demander ton avis, ton expertise géopolitique et de sécurité économique. Mais d'abord, toujours sur ce lien fraternel et sentimental, tu as dirigé une de tes missions, je pense que tu peux en parler, exceptionnelle, de diriger la construction du mausolée d'Omar Bongo à Libreville. Et c'est un projet particulier qui lie les deux pays. Est-ce que tu peux en parler? Bien sûr, c'est un plaisir de pouvoir en parler. Et tu viens là, mon cher Ali, sur un élément effectivement qui est particulièrement révélateur de la puissance du lien
entre le Royaume du Maroc et nous. Le projet du mausolée d'Omar Bongo Ondimba est un projet imaginé et voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Et donc, à l'issue du décès du président Omar Bongo, le président Ali a voulu vraiment une œuvre mémorielle, a voulu un bâtiment qui puisse vraiment à lui seul interpeller. Un bâtiment qui soit chargé de symboles, un monument qui soit à la dimension de l'œuvre iconoclaste d'Omar Bongo pour le Gabon, mais l'œuvre iconoclaste d'Omar Bongo pour l'Afrique. Parce qu'Omar Bongo a été un travailleur infatigable, un travailleur acharné. Peu de gens se souviennent encore qu'Omar Bongo était quelqu'un d'extrêmement engagé sur des causes qui dépassaient largement le simple cadre du Gabon. Omar Bongo était engagé sur la question palestinienne, Omar Bongo était engagé pour soutenir la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela, lorsqu'il est libéré, fera sa première visite officielle à Libreville au Gabon. C'est quand même quelque chose pour pouvoir le souligner. Donc ça, c'est la dimension d'Omar Bongo. Et donc finalement, à travers cette œuvre qu'est ce mausolée, Ali Bongo Ondimba a voulu figer pour aujourd'hui et pour les générations futures une œuvre mémorielle forte qui montre que la vie d'Omar Bongo Ondimba aura été une véritable masterclass. Voilà, une masterclass d'humanité, une masterclass de politique, une masterclass d'amour de son pays, une masterclass de combattant, voilà, de quelqu'un avec des principes et qui a noué aussi tout au long de son travail des amitiés extraordinaires. Voilà. Donc, ce mausolée, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un projet qui est à l'image, reproduction, dimensionné différemment du mausolée Mohamed V, qui est à Casablanca. Le mausolée est à Franceville, dans le Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon. Il a été conçu par un architecte marocain, dont c'est l'occasion pour moi ici, une fois de plus, de saluer le talent, de saluer le génie en la personne de mon ami, monsieur Mohamed Chafik Kabache, bien connu de vous ici au Maroc. Et donc, c'est à lui qu'est incombée cette lourde mission de concevoir ce projet. Et puis moi, en étant très proche collaborateur du président, le président Ali Bongo a voulu simplement que je sois le coordinateur du projet. C'est-à-dire que je rendais compte directement au président et je pouvais suivre de manière très directe la conduite de ces travaux. Donc, j'ai été emmené dans le cadre de ce projet à me rendre, par exemple, en réunion en Turquie, pour aller faire des réunions de travail avec la société Inca, qui a fait le gros œuvre. J'ai pu travailler sur des aspects logistiques d'affrètement d'avions cargo parce qu'on avait du marbre à ramener de tel autre pays et pour l'acheminer là-bas. Donc ça a été un projet qui a fait travailler énormément de jeunes Gabonais, mais qui a surtout emmené au Gabon des expertises tellement mélangées. Lorsque nous avons eu là-bas tous ces artisans marocains, tous ces melem qui sont venus travailler sur le bois ciselé, taillé comme on peut l'avoir ici pour assembler cette coupole énorme, qui sont venus faire tous ces assemblages de zélige, avec des motifs riches, colorés, qui sont faits avec un savoir-faire millénaire qui se transmet de père en fils. Et c'est tout cela qui a été figé là-bas. Voilà. Donc ce mausolée, c'est vraiment tout un symbole et c'est pour moi le plus bel hommage possible qui pouvait être rendu à Omar Bongo Ondimba, un de nos pères fondateurs en tant que République gabonaise, mais qui pouvait être rendu aussi à la relation particulière entre le Gabon et le Maroc, mais surtout l'attachement très particulier qu'Omar Bongo lui-même avait pour la terre chérifienne. Tout à fait, tout à fait. Enfin, je trouve ça magnifique, notamment le retour. Voilà, ça illustre très bien en tout cas ce lien
plus que fraternelle en tout cas, qui lie nos deux pays. Et feu président Haj Omar Bongo, et notamment un point très important, cette question de savoir-faire qui est devenu très stratégique par rapport à l'héritage de l'artisanat marocain, ce savoir-faire qui doit continuer à se transmettre, peut-être avec des projets, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast sur comment pérenniser ce savoir-faire qui fait partie intégrante de l'identité marocaine. Absolument. Dans ce cadre-là, je vais peut-être te demander ton avis, plutôt dans un autre cadre. Je vais peut-être te demander ton avis maintenant en tant que ta vision en tant qu'officier et diplomate géopolitique par rapport à la dynamique dans laquelle s'engage le continent aujourd'hui, la relation sud-sud, mais aussi beaucoup de rapports de force qui existent aujourd'hui entre différentes grandes puissances et acteurs. Oui. Comment tu perçois toi aussi, ou plutôt aujourd'hui, ces dynamiques-là? On a pu, et je te remercie effectivement, en marge de l'événement d'EFSEC Morocco 2024, on a pu échanger sur justement la constitution de ces nouveaux blocs aujourd'hui géopolitiques, et le continent africain ne fait pas exception en la matière. Quel est ton avis ou ton retour par rapport à ce qui s'est peut-être passé récemment sur le continent, que ce soit au Sahel ou en Afrique centrale ou autre, ou comment tu perçois, en termes de vision stratégique, comment pourraient s'articuler ces nouvelles dynamiques sud-sud, la relation et le positionnement du Maroc aujourd'hui avec ses alliés sur le continent, mais aussi par rapport à ces blocs qui se créent ou ces puissances qui sont là, qui observent, on en a parlé aujourd'hui, par exemple l'espace atlantique africain avec un nouveau regard. Comment tu perçois ces éléments? Merci Ali, c'est une question qui ne saurait trouver totalement réponse dans notre petit échange d'aujourd'hui, mais nous pouvons peut-être l'effleurer en disant des grands axes comme ça du sujet. Alors, je commencerai dessus de manière simple en disant, voici un temps dans lequel nous avons un sommet Afrique-Union européenne, un sommet Afrique-France, un sommet Afrique-États-Unis, un sommet Afrique-Russie, un sommet Afrique-Inde, un sommet Afrique-Chine, un sommet Afrique... Voilà. Une fois que, et j'en passe, je ne peux pas tous les citer, donc une fois que j'ai dit cela, nous posons donc le cadre qui dit de toutes les façons le caractère incontournable du continent africain en tant que partenaire stratégique au niveau du monde, que ce soit partenaire commercial, que ce soit partenaire pour la sécurité, mais aujourd'hui, cette place, elle ne se discute plus. Bien. Une fois que cette place ne se discute plus, nous avons ensuite maintenant simplement donc, une fois que nous avons la lecture des grands rapports de force qui se passent, la question est finalement de savoir, ok, regain d'intérêt, intérêt particulièrement manifesté, chacun avec ses méthodes parfois certaines plus agressives que d'autres, certaines plus louvoyantes que d'autres, mais au final, l'élément essentiel pour moi est la capacité des Africains, et ça, c'est la place exceptionnelle qui doit être faite à notre discipline, Ali, l'intelligence économique. Nous en avons tellement besoin, comme il m'a été donné l'opportunité d'entendre de quelqu'un qui est déjà extrêmement avant-gardiste sur cette question-là, l'intelligence économique. L'intelligence économique comme discipline a particulièrement vulgarisé pour que le continent africain dispose de son armée d'intelligence économique, de jeunes, et que nous puissions vulgariser des grilles de lecture qui nous permettent de lire avec finesse les rapports de force économique, les rapports de force mondiaux. Parce que finalement, la question est de concevoir sa propre stratégie, sa vision sur le long terme. Qui voulons-nous être? Que voulons-nous être? De quoi disposons-nous comme moyens, comme outils? Et donc finalement,
partant de cet environnement-là, que nous reste-t-il à faire? Et à partir de ce moment, dans chacun de ces sommets, vis-à-vis de chacun de ces acteurs, tout devient une question d'aller en connaissance de cause. Pour moi, le principal enjeu aujourd'hui est la capacité des Africains, lorsqu'ils rentrent en interaction avec un partenaire extra-continental, de savoir quel est leur propre intérêt. Quel est l'intérêt de celui qui vient vers moi et comment je peux tirer au maximum mon épingle de jeu. Comment je peux tirer le plus grand profit de cette relation qui m'est proposée. C'est-à-dire qu'on devrait être en permanence en train de faire la balance entre la différence entre le prix et la valeur. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le prix, il peut être fixé aujourd'hui de votre cravate, de ta belle cravate Ali, il peut être fixé à 65 €. Mais si cette cravate devait maintenant là, tout de suite, me servir pour faire un garrot et arrêter un saignement d'une artère où je peux mourir, la valeur de cette cravate à cet instant, Elle n'a pas de prix. elle n'est plus au prix auquel vous avez acheté la cravate. C'est ça. Cette image-là, tout simplement, c'est le mindset, le strategic mindset, pour reprendre le nom du podcast, et qui doit nous habiter pour pouvoir finalement tirer le maximum. Et ça, j'aime bien aussi, je refais un clin d'œil à notre passage à l'école de guerre économique de Paris, où il nous a souvent été vraiment bien martelé cette capacité à penser autrement les choses, de un, et puis ensuite cette capacité de bien comprendre les dynamiques qui animent un rapport de force du faible au fort. Oui. Voilà, donc une fois qu'on est dans la compréhension de ces logiques et qu'on peut les appliquer domaine par domaine, relation par relation, de manière spécifique, on sera déjà dans une posture un peu plus sécurisée. Donc là, on rentre dans la sécurité économique un peu plus sécurisée dans nos deals, en réalité. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et je rebondis direct, tu en as parlé, et là, on est en famille EGN, enfant de la rue de Grenelle, comme tu as dit. Et un autre élément très important, tu l'as cité, c'est ce mindset, cette posture de combat. Est-ce que justement, alors tu as été aussi co-auteur du manuel de l'intelligence économique en Afrique. L'intelligence économique, c'est un domaine où tu as été confronté aussi, je l'ai dit, tu as un parcours exceptionnel de manière opérationnelle. Selon toi, qu'est-ce qui peut illustrer et inspirer par rapport à cette posture de combat, par rapport à ton retour d'expérience, et comment peut-être ce mindset-là peut aider et servir le développement des jeunes lions de l'intelligence économique sur le continent? Je vais prendre dans tout ce parcours dont tu parles, Ali, un exemple particulier. C'est notamment la fenêtre de travail et d'expérience que j'ai pu avoir dans le domaine de l'arbitrage international, par exemple. Donc, j'ai eu cette opportunité de suivre quand même de très près, parce que j'ai eu à un moment donné de mon travail un mandat de chargé de mission du président de la République auprès de l'agence judiciaire de l'État du Gabon, et ce qui m'a donné la possibilité d'intervenir auprès de grands cabinets d'avocats internationaux, d'intervenir dans le cadre de procédures devant la CCI à Paris, d'intervenir devant le parquet financier de Genève. Ça a été quand même des choses extrêmement instructives. Et si je prenais ne fût-ce que cet exemple-là, je voudrais simplement déjà dire que bien de nos dossiers en matière de contentieux sont en fait simplement perdus parce que nous n'avons même pas conscience déjà au moment de ficeler le contrat, de concevoir le contrat, que nous devons déjà penser au cas où ce contrat ne s'exécutait pas bien. Et penser à cela, c'est plus que simplement d'avoir l'article X qui dit voici la clause de la juridiction arbitrale en cas de... Tous ces éléments doivent déjà faire partie de cette stratégie. 1. 2. Nous avons un gros problème au niveau
du monitoring de notre contrat. Voilà, une fois que nous avons signé un contrat avec une contrepartie, il faut que nous soyons capables de monitorer le contrat, de faire un suivi du contrat tel que se rendre compte tout simplement que le fait de ne pas répondre depuis 3 mois à tel ou tel autre mail que l'on m'a envoyé me met en réalité déjà à défaut et vient de couvrir la personne qui m'a envoyé. Donc la culture vraiment du suivi de l'exécution du contrat. Et donc ensuite, finalement, là où l'intelligence économique peut avoir une plus-value extrêmement forte et particulière, in fine, nous sommes dans cette étape où nous sommes en contentieux, nous sommes maintenant en train de nous affronter, c'est comment s'entourer de cette culture d'intelligence économique pour pouvoir préparer sa défense en fait en tant qu'État ou société privée. Donc la capacité d'aller simplement collecter, la capacité d'analyser, la capacité de diffuser vers les bons canaux pour pouvoir finalement influencer la décision finale. Tu as bien résumé le credo: surveiller, analyser, protéger, influencer. Très bien. Excellent. Magnifique. Magnifique. Aujourd'hui, là, depuis 5 ans, tu l'as dit, tu es attaché de défense basé à Bruxelles. Alors, je suis obligé d'en parler. Bruxelles, c'est quand même, entre guillemets, la capitale de l'Union européenne. C'est un lieu où il y a beaucoup de mécanismes d'influence, de lobbying, etc., que tu dois voir passer. Est-ce que tu as, dans ta fonction, déjà, peut-être, dans la mesure de ce que tu peux dire à nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer quel est ton travail en tant qu'attaché de défense aujourd'hui, mais aussi ta perception, parce que tu as la grille de lecture, effectivement, d'experts en intelligence économique aussi, de ce qui se passe à Bruxelles, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui veulent se projeter, travailler, ou peut-être, je pose plusieurs questions en même temps, mais tu me répondras, mais aussi par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'importance de l'influence, est-ce que ça ne pourrait pas être inspirant en termes de stratégie pour nos États, pour nos entreprises, notamment sur le continent, pour peut-être être moins naïves et aller, elles aussi, dans cette culture du combat, dans ces mécanismes en fait, qui s'opèrent de manière générale, pas qu'à Bruxelles. Mais voilà, j'en profite, vu que tu es quand même dans un centre névralgique, justement, de beaucoup de choses, de décisions, avec des géants de la tech, l'agriculture, enfin tout ce que, justement, tout ce qui a été, en fait, étudié ou autre au sein de l'école de guerre économique. Oui. Bon, écoute, c'est un domaine un peu particulier. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'à Bruxelles, il arrive bien souvent de voir des grèves avec des tracteurs et tout ça, d'agriculteurs qui sont pas contents. Ça fait rigoler comme ça, mais on est en plein dans le sujet qui est abordé ici. Bien sûr que le lieu n'est pas indiqué pour moi d'aborder mon travail militaire en tant qu'attaché de défense en activité. Et donc je suis là et je ne peux m'exprimer là en ayant eu l'autorisation de ma hiérarchie pour venir intervenir dans cette conférence au Maroc. Je ne peux m'exprimer là qu'avec cette casquette d'expert en stratégie et en intelligence économique, expertise que nous avons le privilège de partager, mon cher Ali. Et pour répondre donc sous cet angle-là à cette question-là, bien sûr, cette question en réalité n'en est pas une. Je trouve que tu as déjà totalement saucissonné la matière et tu la poses là sur la table. Donc je ne ferai que compléter en donnant un point de vue qui est celui de dire que, bien sûr, Hérodote disait « seul compte l'influence ». Voilà, donc une fois que cela est dit et que nous avons dit que nous devons nous doter de nos propres grilles de lecture, que nous devons nous-mêmes, étant forts de nos atouts, forts de notre vision, forts de l'intérêt que nous suscitons, traduire tout cela en plan. Et dans ce plan, finalement, c'est un plan
qui se traduit ensuite en action. Et dans ces axes, naturellement, il le faut. Et je peux dire les choses d'un point de vue des principes. Les principes qu'on a aujourd'hui, c'est de savoir que, comme disent les Américains, divided we fall, united we stand. Donc finalement, c'est cette logique à chaque fois d'agglomération, cette logique de rechercher en tant qu'acteur d'un endroit donné la masse critique qui va nous permettre d'aller collectivement faire valoir et peser sur un point de vue. Donc la capacité déjà de dynamiser par exemple nos chambres de commerce, de rendre ces espaces-là beaucoup plus interactifs, beaucoup plus éclairés sur les enjeux, sur le fait que aujourd'hui il y a toute la discussion par exemple où nous voyons comment les agriculteurs européens, français particulièrement et en Belgique actuellement sont en train de se braquer sur l'accord de Mercosur qui leur est proposé. Est-ce que nous sommes nous-mêmes déjà en anticipation pour avoir des échanges comme ceux que tu as organisés aujourd'hui pour dire mais est-ce que ça nous paraît loin comme ça, mais vu que nous avons nous-mêmes déjà un lien particulier économique avec les Européens d'une part et avec les Sud-Américains d'autre part. Et là, il ne faut pas attendre d'être invité. Quels sont les impacts directs et indirects en réalité d'une telle affaire sur nous? Quelle est la position que nous devons prendre? Comment nous devons déjà discuter, débattre et nous préparer nous-mêmes pour nous prémunir si le cas A, il n'y a pas de signature, si le cas B, cet accord est signé, ça va dégouliner sur nous en cascade. Donc, est-ce que nous sommes déjà dans cette posture cognitive de combat, anticipative, pour dire qu'il faut aller regarder cela et ça, un des éléments importants. Et mon cher Ali, c'est la dynamique dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Sinon, nous n'aurons pas ce genre d'échange, ce genre d'émission. Sinon, nous n'aurions pas le genre d'initiative que tu mènes à travers la fondation. Sinon, toutes ces initiatives-là sont encore largement insuffisantes. Mais elles ont le mérite d'exister puisque pour aller loin, il faut déjà faire un pas. Et donc, c'est bien ce premier pas qui dit qu'il faut du mouvement, il faut de la cinétique. Le premier pas est bien celui qui indique une direction. Avant qu'on ne parle de cadence, il faut déjà le pas. Et donc, je trouve que là, ce pas, il est bien fait et nous devons être dans cette posture de vraiment prospective, dans cette posture de calculer avec 6, 7, 8, 9, 10 coups d'avance comment les choses vont nous toucher. Parce que le monde étant interconnecté comme il est aujourd'hui, nous l'avons abordé ce matin. Voilà, on a toujours regardé ce qui se faisait. Nord Stream étant fermé, regardez comment les cartes ont été rebattues de la géopolitique du gaz. Et donc là, directement, les projets dont on pouvait penser qu'ils avaient une viabilité douteuses deviennent tout à coup, de toute évidence, un enjeu extrêmement critique et des choses plus que probables à réaliser désormais. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est très important. Et je me permets de demander, et je le dis en toute amitié et franchise, tu es justement, appeler des jeunes stratèges et jeunes lions du sujet sur le continent. Tu me flattes, allez. Non. Je le dis vraiment en toute franchise, en toute amitié. Moi, j'aimerais avoir ton avis. Quel conseil tu donnerais aux jeunes Africains qui veulent développer une carrière dans la stratégie et l'intelligence économique? Notamment avec cette approche que tu as citée, justement, cette posture de combat. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, en citant un grand stratège, nous avons besoin d'intelligence économique. Oui, mais je pense que cette question-là est une question vraiment essentielle parce que finalement, avant même de s'adresser à la jeunesse africaine, si des aînés sont précurseurs, sont pionniers et ont déjà vu quelque chose et ont compris le caractère vital et stratégique de la chose, j'ai envie de dire que c'est finalement à ceux qui l'ont compris de ramener cette lumière à la maison, de structurer
les conditions de sa diffusion, de son amplification, de son partage pour qu'elle puisse nous permettre de mieux impacter la communauté. Et donc, au final, aujourd'hui, ce sont des propos, Ali, que j'ai déjà tenus avec toi lorsque tu m'as fait le privilège d'intervenir à l'école de guerre économique ici à Rabat, campus Rabat, devant une promotion d'auditeurs. La question était déjà de dire, voici un exemple concret. Donc j'ai simplement envie de dire, si nous l'avons compris, posons les cadres. Posons les cadres qui vulgarisent la discipline. Posons les cadres qui rendent la chose accessible au plus grand nombre, parce que cette jeunesse africaine, sa motivation, son nombre, sa force de travail, son dynamisme, son énergie est évident. Oui. Sont évidents. Et puis, ensuite, ils sont confrontés à des problèmes. Ils sont confrontés à des défis. Les défis nous entourent. Et ce que nous avons dit ce matin à la conférence, défi égale opportunité économique, opportunité entrepreneuriale. Et je suis sûr qu'une fois que le kit tool, le toolbox est donné à des jeunes entrepreneurs confrontés à des problèmes particuliers avec leur ADN, eh bien, dans cet environnement-là, nous aurons des gens qui sont producteurs de solutions. Producteurs de solutions avec leur génie, avec leur inventivité, avec aussi le fait que tout ce terreau dans lequel ils baignent, à la fois de culture africaine, à la fois de quoi ils sont nourris, de débrouillardise, de la niaque, l'envie de se réaliser, tout ça se met maintenant au service de cet écosystème. Oui. Et plus on sera nombreux à comprendre, à décrypter, plus cela deviendra la norme. Oui. Et le niveau d'exigence collective. Oui, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout le mal qu'on espère. Voilà, tout à fait. Merci. Mon colonel, peut-être une dernière question. Pour conclure, quelle vision as-tu de l'Afrique dans les 20 prochaines années? C'est une question large. Mais... Je pense, Ali, que notre Afrique, l'Afrique des 20 prochaines années, elle est déjà là devant nous. En fait, il suffit de regarder ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour savoir où tu peux être demain et surtout où tu peux ne pas être. L'Afrique de l'horizon 20 ans, c'est une Afrique au cœur des appétits planétaires. Et finalement, ces grandes luttes d'influence sont vraiment à prendre comme une opportunité. On s'est éloigné de ce moment, de cette période de partage du monde, cloisonné comme ça, où chacun a sa zone d'intérêt et où les grandes puissances s'entendent pour venir ou ne pas venir par là. Donc ça, c'est presque une libéralisation du marché comme ça, qui a des avantages et des inconvénients, mais qui a surtout énormément d'avantages. Donc, cette Afrique est une Afrique avec une démographie qui est son premier atout. C'est une démographie, à l'horizon 2050, on parle quand même d'une population en nette évolution. On aura un pourcentage particulièrement élevé de la population qui sera à moins de 35 ans, donc force de travail. Voilà. Et donc, autour de ce vivier humain, avec un reste du monde, et notamment le monde industrialisé, le monde occidental qui est vieillissant, voilà, et donc qui est en appel de force de travail et qui combat aussi des grands phénomènes comme l'immigration, qui sont des enjeux critiques. Et d'ailleurs, l'immigration est un enjeu critique aussi intra-africain. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. Et c'est un élément qui est là. Donc, c'est une Afrique que tout le monde a intérêt à voir se développer. Voilà. Et ça, c'est cette Afrique-là pour les années à venir. C'est une Afrique que tout le monde a intérêt à voir se développer. C'est une Afrique où les marges de croissance à 2 chiffres restent encore les plus élevées possibles. Donc, je ne suis pas du tout inquiet. C'est-à-dire que c'est une Afrique qui doit simplement aujourd'hui, à travers l'intelligence économique, particulièrement se doter des bonnes lunettes de lecture stratégique des rapports de force. Mais ça, c'est pour en tirer
le plus grand profit. Oui. Voilà, c'est pour tirer la part que le continent mérite des deals commerciaux qu'il engage avec les autres parties du monde. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est sur ces paroles très sages, en tout cas, que nous allons conclure l'émission. Merci Ali. Merci d'avoir accepté, de nous avoir fait vraiment l'honneur et l'amitié d'accepter notre invitation et au plaisir de te recevoir une autre fois chez toi à Rabat. Merci Ali, l'honneur et le plaisir sont pour moi et c'est vraiment avec une réelle satisfaction que j'ai honoré cette invitation. Merci Ali et bravo pour ce que tu entreprends. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cet épisode très passionnant et ce retour d'expérience du colonel Mvaou. N'hésitez pas à vous abonner, nous suivre sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast et YouTube et à vous abonner et partager autour de vous, partager auprès des auditeurs, auprès des jeunes du continent au Maroc qui s'intéressent à ces sujets stratégiques, à ces sujets, notamment à cette variété de sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.